Aujourd'hui, je vais vous parler de gestion de l'eau, en tout cas comme on l'approche en permaculture, et aussi les aménagements qu'on peut faire. Quand je dis aménagement, c'est faire des trous, quoi. Utiliser des pelleteuses, des bulldozers, des trucs comme ça. Enfin, c'est aménager le paysage pour gérer l'eau. Voilà. C'est un sujet qui est très vaste, qui est très complexe, mais qu'on n'aborde pas souvent, parce que déjà nous sur place à l'Oasis, on n'en a pas fait beaucoup, parce que le terrain est très petit. Et effectivement, c'est plutôt un sujet qu'on aborde sur des terrains qui sont plus grands, et notamment parce que quand on est en permaculture, on aime bien avoir des terrains qui ont du relief, qui ont des bosses, des vallées, des machins, enfin un truc tout plat. En fait, en permaculture, c'est un peu chiant. C'est dur, en fait, c'est pas hyper intéressant à valoriser. Alors que dès qu'il va y avoir des reliefs, des pentes, etc., là, on peut commencer à faire un peu ce que je vais vous montrer aujourd'hui. C'est marrant ce que tu dis. On va imaginer qu'un terrain tout plat puisse être assez peu intéressant en permaculture. Un terrain tout plat, c'est intéressant si tu veux faire de l'agriculture, parce que du coup, tu passes avec tes machines, tout ça, c'est simple à gérer, mais il se passe pas grand-chose. C'est très monotone. Alors que, comme dans la permaculture, ce qui nous intéresse, c'est la diversité. Plus tu vas avoir des paysages et des reliefs différents, etc., plus tu vas avoir de situations avec des microclimats différents, l'eau qui va circuler différemment, etc. Et ça devient intéressant. Et généralement, c'est ça qui est pas mal, mais c'est que ce genre de terrain, c'est des terrains qui vont être un peu regardés, quoi. On va pas trop s'intéresser à des terrains en pente ou etc. parce que c'est pas très pratique pour un agriculteur à utiliser. Alors qu'en permaculture, au contraire, on peut arriver à les valoriser et à les transformer. Parce qu'on a plutôt cette approche-là. Donc déjà l'eau, on va parler un peu de l'eau. Alors l'eau, c'est une ressource finie. Surtout si on parle d'eau potable. Mais par contre, son cycle, il est quasiment infini. Donc, l'eau, elle est jamais stagnante. Elle va jamais rester à un endroit. Donc si on suivait une molécule d'eau, qu'on lui mettait un petit traceur sur 20 000 ans, elle irait partout. Ouais. Elle serait dans votre jardin, elle irait à la mer, elle irait dans une rivière, elle passerait sur une montagne, etc. Elle irait dans une nappe phréatique. Donc elle voyage, elle est jamais vraiment au même endroit. Par contre, du coup, l'eau qu'on a toujours, qu'on rencontre tous les jours, elle est tout le temps différente. En fait, c'est jamais la même eau d'eau qui a effectivement un cycle. Et il y a d'ailleurs des milliers de cycles, en fait. C'est infini. Donc, comme c'est une ressource finie, sa gestion elle est essentielle. Surtout que sans eau, il n'y a pas de vie. Donc, il y a une règle. Après, on la respecte plus ou moins, mais en tout cas, on considère que pour qu'un terrain soit assez autonome en eau et fonctionne bien, il faut qu'il y ait à peu près 15% des surfaces qui soient consacrées à des structures aquatiques. Voilà. Donc, une structure aquatique, ça peut être une rivière, ça peut être des étangs, ça peut être tout un tas de choses comme ça. Nos petites mares, elles comptent dedans. Voilà. Si on faisait la surface totale de nos mares, etc. et tout, on voit que nous, on n'est pas à 15%. Voilà. Donc ça, quand je dis ça, c'est pour pouvoir commencer à vraiment être autonome en eau, ou en tout cas presque autosuffisant et faire face à tout ce qu'on peut rencontrer. Donc ça, c'est intéressant à garder en tête si par exemple tu visites un terrain. Un terrain et que déjà tu vois qu'il y a à peu près 10-15% du terrain qui est recouvert par des surfaces d'eau, etc. Tu dis, ça c'est pas mal. Alors les besoins qu'on va avoir par rapport à l'eau, ils peuvent être multiples. Donc par ordre on va dire aussi de quantité. L'irrigation, c'est clairement un des plus gros besoins en termes de volume. Par contre, en termes de qualité d'eau, on n'est pas obligé d'irriguer avec de l'eau potable. Voilà. Mais si on veut avoir des plantes et qu'on veut irriguer les plantes pour qu'elles poussent bien, et qu'on veut par exemple vivre de nos productions et les vendre, etc., l'irrigation, on ne peut pas faire sans, quoi.
Après, il y a tous les systèmes d'aquaculture, donc ça peut comprendre par exemple l'aquaponie ou un étang où on a des poissons ou de ce genre de choses. Et ensuite, il y a l'eau potable et l'usage domestique. L'usage domestique, c'est par exemple pour laver ses vêtements, faire sa vaisselle, tout ça, etc. Et l'eau potable, ça c'est celle que par contre on va boire. Donc en termes de proportion, l'eau potable c'est pas énorme, on n'en a pas besoin de quantité astronomique, mais par contre c'est essentiel. Pas du qualitatif, on ne peut pas s'en passer. Donc par rapport à ça, après on peut du coup mettre en place différentes gestions d'eau en fonction des usages qu'on va avoir derrière. Par exemple, si vous voulez récolter de l'eau de pluie pour boire de l'eau ou votre usage domestique, ok, ça peut être gérable parce que vous n'avez pas dépensé des centaines de mètres cubes d'eau par an pour votre usage domestique ou pour l'eau potable. Par contre, pour l'irrigation, si vous voulez récolter de l'eau de pluie, là, si vous le faites avec vos toits, par exemple, et des citernes, voilà, c'est ridicule en fait. Vous allez utiliser toutes vos citernes en un seul arrosage, par exemple. Donc voilà, on se rend bien compte que on va peut-être mettre des aménagements différents en fonction de comment on veut utiliser l'eau derrière. Après, quoi va nous servir, les fonctions qu'elle va nous rendre, donc la première, je vous l'ai dit, c'est la vie. Hein, en gros, sans eau, il n'y a pas de vie. Ça peut nous servir de production d'énergie. Donc imaginez, vous avez de l'eau, vous avez un étang, vous avez un moulin à vent. Et donc ce moulin à vent, il permet de faire monter de l'eau dans un château d'eau. Cette eau qui est dans votre château d'eau, elle a une énergie potentielle parce qu'elle est en hauteur. Vous la relâchez, vous mettez une turbine en bas, vous pouvez produire l'électricité. Vous mettez une turbine dans une rivière, vous pouvez produire l'électricité. Donc ça peut nous permettre de gérer de l'énergie, la collecter, etc. Ensuite, il y a tout ce qui est en lien avec loisirs et beauté. Donc ça, on l'oublie souvent. Mais les petites marques qu'on a mis nous dans le jardin, elles ont entre autres cette fonction-là. C'est-à-dire un espace où on est bien, c'est sympa, il y a les petits insectes, c'est joli. Et ensuite, le dernier, c'est que ça permet aussi de créer des écosystèmes complexes. Alors, si vous voulez des exemples d'écosystèmes complexes, peut-être vous connaissez Zeppholzer. Zeppholzer, c'est S-E-P, après c'est H-O-L-Z-E-R, Zeppholzer. C'est un Autrichien qui est mort, mais je crois que son fils a repris la ferme. Et lui, il est à presque 1500 mètres d'altitude et il fait pousser des cerisiers. Et il a un système de mares, il a une 15 ou 16 étangs qui sont tous connectés les uns aux autres. Et c'est un truc incroyable. Et il a créé un espèce d'écosystème complètement fou au milieu de la montagne, dans un terrain en pente comme ça. Alors il est connu comme le permaculteur au bulldozer parce qu'effectivement pour faire les aménagements qu'il a fait dans sa montagne, il a effectivement utilisé des bulldozers. Mais quand on voit ce que ça a donné et les fonctions que ça rend derrière, c'est assez incroyable. Donc ça, c'est un exemple vivant de ce qu'on peut faire près de chez nous. Voilà, et donc dans l'idéal, c'est qu'avec notre eau, on arrive à couvrir tous nos besoins. Et donc effectivement, si jamais, je sais pas, il y a une sécheresse ou quoi que ce soit, on arrive à être autonome pendant suffisamment longtemps. La question de l'eau, on entend beaucoup parler aux infos maintenant. On a l'impression qu'on est tous démunis face à ça. On dit ah là là. Bon, il y a plein de solutions qui existent. Hein. Déjà planter des arbres, c'est une solution très concrète. Parce que plus il y a d'arbres et plus il y a de végétaux, plus il y a de pluie. Donc dans notre région où on a artificialisé énormément autour des villes, c'est un gros problème. On a un gros enjeu de désertification, mais c'est nous qui l'avons créé. C'est pas tant parce que le climat change, le climat change c'est vrai, mais c'est aussi qu'en fait on a quand même détruit toutes les plantes qui étaient autour qui permettaient d'avoir les cycles de l'eau, quoi. Et aussi une autre règle qu'on a souvent en permaculture, c'est que en gros toute l'eau qui rentre sur le terrain elle doit sortir propre. On relargue jamais de l'eau sale. Donc nous par exemple à la ferme on a une phytoépuration. Donc nous l'eau de lavage etc. on la traite. Elle finit dans une mare. Cette mare, ensuite, on peut utiliser l'eau pour arroser le jardin, etc. Et puis, l'eau qui s'infiltre dans notre sol, elle va peut-être partir après ailleurs, où c'est évaporé, etc. Mais elle est propre. Voilà. Donc, à minima, l'eau qui rentre chez nous, on la valorise au maximum. Et celle qui sort, on la fait sortir propre, quoi. Quand on regarde les systèmes agricoles, c'est pas une évidence. Il y a beaucoup de sorties d'eau qui sont pas contrôlées, notamment par l'érosion.
Et donc l'érosion, il y a beaucoup de sol qui part avec, mais il peut y avoir aussi des produits, des phytosanitaires, etc. Donc là, ça on veut éviter. Donc dans la gestion l'eau, on va aussi regarder ça. Alors je vous parlais du cycle de l'eau. David, Ouais. juste pour les 15% de surface, comment tu quantifies? Parce qu'il y a la nappe phréatique. Ça compte avec? Non, c'est 15% en surface. En surface. À l'extérieur, sur ton terrain. Tu vois, des mares, des étangs, une rivière ou je sais pas quoi, mais ouais, c'est à peu près ça. Okay. Oui, une piscine naturelle, c'est une sorte d'étang. Alors ça, c'est un dessin du cycle de l'eau. Est-ce que vous vous souvenez de ce dessin? Vous l'avez vu sûrement à l'école primaire. Donc, c'est quoi l'histoire qu'on vous raconte à l'école? En gros. L'eau de la mer s'évapore. S'évapore. En nuage qui revient vers les terres, qui condense, qui retombe et qui repart. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est l'histoire qu'on nous raconte, effectivement. L'eau s'évapore sur les mers ou les océans. Elle rentre dans les terres, puis bon, elle rencontre des montagnes, et donc du coup, ça fait de la pluie. Et puis la pluie, elle tombe sur terre, et puis après, elle rejoint les rivières, et puis après, elle rejoint la mer, et puis ça cycle comme ça. Voilà. Et ça, c'est des conneries. C'est de la merde. Voilà. C'est partiellement vrai. En fait, ça représente que 30% du volume d'eau qui tombe en fait sur Terre. Donc ça, on nous le dit pas, mais c'est un peu problématique parce qu'en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans toute l'eau qui part à la mer, il y en a que 30% qui vont revenir sur Terre. Du coup, quand on a des problèmes comme nous là, d'inondations, etc., où dès qu'il pleut, tout tombe sur les sols artificialisés et tout part à la mer. Et là, la stratégie aujourd'hui des villes dans le coin, c'est ça. C'est comment faire partir le plus vite possible l'eau à la mer. Parce qu'on veut éviter les problèmes. Voilà. Quand on fait ça, on jette son eau dans la mer. Et donc, il n'y en a que 30% qui revient. Bon, vous faites ça chaque année. Et du coup, il y a de moins en moins d'eau. Ouais, c'est logique, voilà. Donc ça, c'est un premier effet. Donc du coup, là, vous le voyez, il y a une petite flèche ici. L'évapotranspiration, ça, c'est le moteur principal de la pluie sur les terres. Donc 70% des pluies sur les terres, elles viennent de la transpiration des végétaux. Donc les couverts végétaux, mais les arbres, etc. Ouais. Voilà, l'autre partie, voilà. Donc en gros, ce qui se passe, c'est, vous voyez l'Amazonie. L'Amazonie, elle est en plein milieu d'un énorme continent. Pourtant, il pleut. Et quand on voit ce qui se passe, généralement, on voit les nuages, ils se créent au-dessus de la forêt. Ils font 500 mètres et ils retombent à côté. Donc la forêt provoque elle-même sa propre pluie. Donc quand on a compris ça, on comprend du coup aussi l'enjeu et l'intérêt des arbres. Et du fait que de les avoir détruits, on a cassé ces cycles-là. Donc ça, c'est important à savoir parce que on se dit, ok, si demain on veut avoir moins de problèmes de désertification et d'eau qui nous manque, il faut casser ce cycle-là, déjà d'arrêter de jeter l'eau à la mer. Voilà. Mais quand même, quelle que soit la quantité que tu as rejetée, s'il y a un cycle vertueux, si tu perds 70%, tu peux 30% qui revient, tu finis par épuiser, il y a quand même quelque chose. Parce que du coup, l'idée, c'est d'en faire partir le moins possible. Non mais ça... Donc pour éviter que ton eau parte à la mer. Naturellement, avant que l'homme n'intervienne. Ouais. Et il y avait des végétaux partout. Tu partais 100 litres, il n'y en avait que 30 qui revenaient. Ouais. Pour les 70 perdus, comment ils se régénéraient si les océans ne Mais en fait, ça va pas nécessairement dans une rivière, ça peut s'infiltrer, ça peut aller dans Ouais, en fait, c'est ça. Tu vois, il n'y a pas nécessairement, ça va pas nécessairement finir à la mer. En fait. Tout ce qui part à la mer, je suis d'accord avec toi, il n'y a que 30% qui revient. Donc l'enjeu, c'est d'en envoyer le moins possible à la mer. Donc si tu envoies par exemple, tu as dit 100 litres à la mer, mais qu'il est tombé 5000 litres sur ton sol, t'en as retenu 4900. Bon, là, t'as perdu effectivement 70 litres. Mais t'en as quand même collecté 4900, quoi. C'est qu'avant, il y en avait moins qui allaient à la mer. C'est ça. C'était plus revenu, naturellement. C'est que là, aujourd'hui, le fait qu'on ait moins couvert nos sols... Intuitivement, si tu veux, comme tu restaures que 30%, ouais. Au bout d'un moment, tu vas, même si tu n'en perds pas beaucoup, tu vas quand même finir par être en déficit. Exactement. Dans tous les cas, tu finis par être en déficit. Ouais. Ça, ouais. Mais c'est les proportions. Alors, disons que ce qui file dans les océans, c'est infime
infime par rapport à ce qui va s'infiltrer dans le sol. Normalement, pour que ça marche bien. Mais c'est un cycle qui, au bout de, je sais pas, 100 000 ans, il est terminé. Quoi. Ouais. C'est pour ça que les climats évoluent. Hein. Généralement, un climat dans une région, il tend vers un sens ou vers l'autre. Voilà. Après, en fonction de comment sont tes saisons, etc., tu peux avoir quand même plus de précipitations. Et donc, tu vas plus aller vers une forêt qui va avoir tendance à garder plus d'eau. Mais à l'inverse, tu peux avoir comme on a eu ici, où finalement avant ici la région c'était une forêt et puis on l'a transformée en garrigue par l'activité humaine, tu vois. Donc, mais effectivement, en ce moment, on accentue ce phénomène-là en retenant de moins en moins l'eau, quoi. Et si on n'arrête pas ça et qu'on change pas les pratiques agricoles, il faudrait qu'à l'échelle de tout le bassin, par exemple, on interdise d'avoir des terres à nu. Genre, à aucun moment, il faudrait qu'il y ait des terres à nu, par exemple. Pour que du coup, l'eau qui tombe, elle reste là et au moins s'infiltre. D'un autre côté, tu vois que les changements climatiques, avec compte de la période glaciaire, en augmentant la température, tu augmentes aussi l'évaporation. Oui, ouais. Quelque part, tu vas te retrouver avec une atmosphère qui va être encore plus chargée en eau. Oui. Alors peut-être que la répartition, en tout cas, là, est moins bien faite, parce que tu vas te retrouver, comme on le voit avec les épisodes complètement avec des inondations locales et une moins bonne répartition globale, parce qu'effectivement, il y a des terrains qui sont maintenant à découvert, brûlent, et donc qui vont moins attirer l'eau. Après, ouais, c'est ce que tu dis à l'échelle macro, c'est ça, c'est qu'effectivement, c'est dur de prédire ce qui va se passer derrière. Par contre, là, ce que je raconte, c'est en fait à une échelle locale. C'est-à-dire que sur un terrain de plusieurs hectares, etc., tu peux changer ton microclimat en gérant justement tes populations de végétaux, en faisant des gestions de l'eau, des aménagements, etc. Tu peux modifier ton climat. Un exemple qui est plutôt à très grande échelle, c'est le plateau de Leuce, qui est en Chine, où là c'était un désert. Et en fait, ils ont fait un programme de permaculture qui était sur, je crois, 648 000 km². Donc c'est un peu la taille de la France, quoi. Et en fait, ils ont fait plein d'aménagements du paysage pour faire des terrasses, pour interdire que les animaux aillent au-dessus de 1000 mètres pour pâturer, etc. Ils ont planté des arbres, nanana. Et en 30 ans, c'est redevenu une espèce d'oasis toute verte où ils produisent des pommes. Voilà. Donc on peut influencer localement le climat et ce qui se passe avec des aménagements qui sont cohérents, quoi. Par contre, effectivement, la tendance sur le long terme, avec le changement climatique, elle n'est pas toujours évidente à prédire. Donc ça, voilà, ça c'est un premier truc. Du coup, quand je vous parlais de quand on met en place son design en permaculture, avec la méthode Obredim, là, dans observation, donc le premier point, observation, il y a notamment donc, tout ce qui est la course du soleil, tout ce machin, etc. Et il y a aussi observer ce qui se passe au niveau de l'eau. Donc savoir vos précipitations, leur fréquence, la quantité, etc. On peut regarder les zones humides, les zones sèches, l'accès à l'eau. Donc ça, l'accès à l'eau, c'est assez important. Je vous avais dit, mais la règle de l'accès à l'eau, c'est faut faire -1. Si vous avez accès à une source d'eau, vous faites -1. Voilà. Donc vous n'en avez pas. Donc il faut au minima avoir 2 sources d'eau. Parce que s'il y en a une qui foire, vous en avez au moins une. Mais... En termes de sécurité Ouais, c'est parce qu'en fait l'eau c'est tellement essentiel que si jamais ta seule source d'eau tu l'as plus, c'est foutu. Tu peux plier les bagages et salut, quoi. Donc ça c'est important à regarder quand on prospecte ou on cherche un terrain, et puis même quand on s'installe après, très vite, et avoir une forme de redondance sur nos sources d'eau. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir des sources d'eau qui sont continues toute l'année et qui peuvent fonctionner, mais au moins avoir une sorte d'intermittence qui puisse couvrir les besoins si jamais il y a une catastrophe, quoi. Estimer ses besoins, donc ça va avec au-dessus, mais comme je vous disais, les différentes utilisation de l'eau, donc estimer son besoin d'irrigation, son besoin en eau domestique, en eau potable, etc. Ça aussi, ça va permettre de prioriser quelles sources on va valoriser et celles qu'on va essayer de sanctuariser vraiment. Et ensuite, travailler avec les plantes et essayer d'aller vers des cultures qui sont adaptées, quoi, qui vont être vraiment capables de soit moins consommer d'eau, soit en tout cas s'adapter à des besoins en eau qui peuvent varier
d'une année à l'autre. Au niveau d'une agglomération, etc., au niveau des forages, est-ce qu'il y a vraiment une estimation de la quantité d'eau qui est prélevée et donc après on dit non, il n'y a plus de forage possible. Comment c'est géré ça? Ça, je sais pas, ouais. J'ai l'impression que c'est un peu... C'est un peu la foire d'empoigne. Moi, je pense que sur les forages, la nappe phréatique, je crois qu'ils mesurent le niveau des nappes phréatiques, mais ils font pas forcément la corrélation avec le nombre de forages qui sont faits et s'ils autorisent ou pas des forages. Je pense que là-dessus, c'est... Je crois que ça doit être la... Ils calculent le niveau des nappes phréatiques. Oui, c'est ça, ils calculent le niveau des nappes, mais je sais pas si effectivement ça autorise plus ou moins des gens à s'installer. Et c'est vrai que quand on est dans un bassin comme à Montpellier, où tu vois qu'il y a beaucoup de populations qui viennent chaque année, donc la population augmente, les besoins en eau augmentent, mais la denrée est de plus en plus rare, ça pose question quoi, sur comment on va gérer le futur. Quoi. Mais, Sans parler des entreprises et des... Ah oui, ah bah alors là en plus, ouais. Après, les forages, et en fait, tirer dans la nappe phréatique, c'est pas mauvais. En fait, on peut avoir cette vision-là, mais en fait, un sol qui reçoit de l'eau, il va vite être saturé. Si tu veux que du coup cette eau continue de s'infiltrer, il faut que le réservoir en dessous se vide. Donc quand tu tires dans une nappe ou etc., tu vas favoriser ce phénomène aussi d'infiltration. Donc il faut qu'il y ait un équilibre entre les deux. Mais voilà, si tu excèdes, du coup ça va pas se remplir et tout. Mais si ta nappe elle est complètement pleine et que tu tires pas, au bout d'un moment ça va saturer, ça va pleuvoir, puis ça va repartir quoi. Donc voilà, mais c'est parce que dans notre tête on n'a pas avoir parfois l'impression que tirer de l'eau dans une nappe phréatique c'est pas bien du tout. Ça joue aussi sur le cycle, mais il faut le... Voilà. C'est ça, si elle se remplit, ouais, c'est ça. Mais tu vois que depuis des années... Non, ça fait que baisser. Ouais. T'as des régions comme Almeria, là, où ils sont à forêt à 600 mètres. Ouais, c'est ça. Là, ouais. Et après, on mange ces tomates elles sont dans les supermarchés. C'est ça. Avec de l'eau fossile à 600 mètres. Ça, c'est une catastrophe écologique. Puis on externalise ça... c'est des externalités négatives de notre consommation qui sont pas chez nous, mais on crée des désastres écologiques dans d'autres pays pour ça. Ouais, ça c'est... Et donc, du coup, on en arrive à une notion clé en gestion de l'eau, c'est les courbes de niveau. Donc, c'est quoi une courbe de niveau? Est-ce que vous êtes tous familiers avec les courbes de niveau? À lire des cartes, à peu près? Ouais, la topographie. C'est pas inné, hein. Franchement, pour certaines personnes, c'est l'enfer sur Terre, c'est comprendre comment ça marche. Mais en gros, là, ce dessin, il est bien parce qu'il permet de comprendre quand même. Donc là, on a une colline, par exemple, et on a représenté avec des petits cubes différentes hauteurs. Donc là, je sais pas, on a 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, ainsi de suite. Et on voit que si on est sur cette ligne-là, c'est ce qu'on appelle une courbe de niveau, en contour, on est à 1 mètre d'altitude partout. Et donc si on fait une projection de ça vue d'en haut, donc là ça c'est une vue d'en haut de cette colline, et on voit que on peut mettre l'intersection entre la surface de ma colline et l'altitude à chaque point différent. Et on voit que là ici ça c'est la courbe de 1 mètre d'altitude, ça c'est la courbe de 2 mètres d'altitude, ça c'est la courbe ainsi de suite. Voilà. Donc là il n'y a pas écrit de chiffre. Donc on peut pas savoir si ça c'est un creux ou si c'est une colline. Voilà. Bon, comme on a vu là, on sait que c'est plutôt une colline. C'est pour ça que sur les cartes, il y a des chiffres. Et donc les chiffres qui sont là, ils vous représentent l'altitude. Et donc du coup, vous pouvez voir effectivement si ça monte, ça descend. Donc là, vous voyez, j'ai 2400, là j'ai 2500. Donc a priori, là ça monte. Donc là, j'ai bien une colline par exemple ici. Et généralement, donc plus les traits sont rapprochés, plus ça veut dire que ça monte fort ou ça descend fort. Là vous le voyez ici, la pente elle est très raide, et là les lignes sont rapprochées. Donc quand on a ces cartes comme ça, on est capable de commencer à lire les paysages sans les voir vraiment. Donc par exemple ici, là vous voyez j'ai une colline, là elle est un peu plate, vous voyez, puis là elle descend fort. Et puis là vous voyez il se passe quelque chose là, hop, et là on dirait que ça remonte. Donc ça c'est quoi ici à votre avis? C'est un col, c'est une selle de cheval. Voilà. Donc vous imaginez si vous êtes une goutte d'eau, ok?
bah, si vous tombez là, bah, vous avez les tendances à partir je sais pas où. Vous pouvez partir un peu dans toutes les directions. Bon, si vous tombez là, bah, vous allez forcément finir par là. Si vous tombez là, vous allez descendre par là tout doucement. Si vous tombez là, bah, vous allez aller peut-être vers là, et puis après peut-être bah, soit à gauche, soit à droite. Voilà, c'est comme ça qu'on peut commencer à lire les paysages et voir comment notre eau va se comporter sur notre terrain. Ça va? Cool. C'est le début. Ensuite, comment on fait pour mesurer ces niveaux? Parce que une courbe comme ça, vous prenez les cartes IGN, c'est super. Par contre, des fois, bah, en fait, là, vous voyez, il y a une différence de quand même 100 mètres de haut. Sur un terrain comme chez nous, il y a peut-être 3 mètres de différence entre le haut et le bas du terrain. Bon, ça, vous regardez sur une carte, vous allez rien voir. Vous allez peut-être voir une courbe de niveau qui traverse votre jardin, et c'est tout. Voilà. Donc comment nous, à notre échelle de petit humain, on peut regarder comment sont foutus nos niveaux? Et ben il y a plusieurs outils. Alors, il y a le niveau égyptien. Donc ça c'est un outil qui est très pratique. En gros c'est 2 barres qui ont la même hauteur. On met une barre en travers ici. Et là on a juste mis un fil à plomb. Avec un petit poids. Voilà. Bon ça c'est assez facile. Vous le mettez quelque part. Hop. Vous faites un trait là où il y a votre fil, vous le retournez exactement là où il était, mais voilà, faites un demi-tour. Vous remettez un deuxième trait là où est votre fil, ok. Et bah entre les 2 traits que vous avez fait, c'est le milieu, bah, ça c'est la verticale. Vous avez calibré votre... Donc vous pouvez le fabriquer avec n'importe quoi. Ça c'est hyper facile à faire, n'importe où, on peut toujours fabriquer ça si on a envie. Et ce qui est intéressant avec cet outil, et bah, imaginez vous partez d'un endroit, et puis bah, vous allez marcher avec. Vous lui faites faire des petits pas. Et à chaque fois, vous trouvez la verticale. À chaque fois que vous posez un pied quelque part, vous mettez un piqué. Vous avancez, hop, vous mettez un piqué. Et en fait, vous allez suivre une courbe de niveau. Et vous allez pouvoir tracer votre courbe de niveau sur votre terrain. Donc si vous voulez faire par exemple un aménagement en contour, donc sur une courbe de niveau, bah, avec cet outil-là, vous le faites super facilement. Pas besoin d'appeler un géomètre pour avoir un truc, enfin vous pouvez le faire, hein, mais en fait les Égyptiens utilisaient ça, c'était super efficace. Donc le truc c'est que tu suis à chaque fois. Tu retrouves ta verticale à chaque fois. Et dès que tu décales de ta verticale, tu sais la trouver ailleurs. Ouais. C'est assez surprenant des fois, tu te mets sur un terrain. De la trouver ailleurs, la verticale. Ouais, c'est ça. Donc tu vas faire comme un compas. Tu vas un peu balader ton truc. Ouais, et puis voilà, c'est ça. C'est ça. Tu tombes poil sur le même trait. En fait. Exactement, sur le trait qui est au milieu. Ouais. C'est vraiment incroyable. C'est super facile. C'est très très pratique. Il y a aussi un autre, c'est le niveau à eau. Donc là, comment ça marche? Vous prenez un tuyau d'arrosage. Au bout, vous mettez une bouteille d'eau que vous avez coupée en 2. Vous mettez de l'eau jusqu'à avoir de l'eau à peu près dans vos 2 bouteilles. Donc vous êtes capable de le voir. Et ben c'est le même principe. Vous faites des graduations dessus. Et puis après, vous baladez avec votre tuyau. Alors vous mettez votre bouteille d'eau, vous pouvez l'accrocher à un piquet pareil. Donc comme ça, elle est tout le temps à la même hauteur. Et puis vous avancez, hop, ah bah là c'est la même hauteur, poup, voilà, ah bah là c'est la même. Là il est long. Ouais, tu peux, c'est ça. Là tu peux faire du coup, tu peux faire des plus grandes longueurs. Parce que des fois, ça peut être intéressant d'avoir ta ligne de niveau, mais effectivement sur des espaces plus grands ou ça c'est un pas qui est de 1 mètre à 1 mètre 50. Ça peut, voilà. Par exemple, si tu veux avoir vraiment tes cuves, imagine tu veux faire des cuves d'eau où tu vois que tu vas mettre en hauteur et pour que par gravité tu puisses arroser ton jardin. Bah, t'aimerais bien que par exemple tu en remplisses une avec t'as un petit forage, tu mets une pompe solaire et donc ça va remplir ta cuve. Et tes cuves, tu les relis toutes ensemble, comme ça elles vont toutes se remplir en même temps. Bah, du coup, ce qui est cool, c'est si elles sont toutes au même niveau, elles vont toutes se remplir au même niveau et tu auras, plutôt que d'avoir une seule cuve, tu en auras 10, mais elles se rempliront toutes seules avec une seule pompe. Tu vois. Grâce à ce système. Bah, ça en tout cas, ça te permettra de savoir si tes cuves sont bien au même niveau. Parce que tu peux avoir ta cuve à 10 mètres ou à 20 mètres, etc. Si tu veux qu'elles se remplissent en même temps, comme ça, tu peux savoir exactement à quelle hauteur elles sont. Ouais. Ça peut servir à ça, par exemple. Donc voilà, ça c'est des petits outils terrain, mais en fait ça marche très bien. Système D, c'est super fait quoi. Et premier aménagement qu'on va voir, c'est la baissière. Alors en anglais on appelle ça un swale.
Mais même en français, hein, le swale est pas mal utilisé par les permaculteurs parce que le mot baissière est inconnu au bataillon. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce mot avant, baissière. Mais bon. C'est un lieu dit d'un village. Ouais, quand tu dis voilà. Parce que moi souvent je disais swale et les gens ils me disaient ah c'est pas un mot français. Alors j'ai regardé ce que c'était en français et j'ai dit baissière, ça aide pas plus les gens. Voilà. Donc c'est un swale, voilà, c'est un swale. Donc si vous voyagez et que vous voyez des swales, vous saurez ce que c'est. Donc le principe du swale c'est quoi? Donc là on a une pente, d'accord? Donc là c'est une coupe hein, de votre terrain, vous avez une pente. On va creuser un fossé, d'accord? Et la terre de ce fossé, on va la mettre en dessous de notre fossé, d'accord? Donc on va faire une sorte de butte en contrebas de notre fossé. Bon, ça, c'est pas très compliqué à faire. On comprend bien ce que ça va faire. Hein. Si là, il y a de l'eau qui arrive, forcément, ça va remplir notre fossé. Bon, là où la baissière, c'est intéressant, c'est qu'elle est en contour. Donc sur une courbe de niveau. Donc comme elle est à la même hauteur partout, et ben quand votre eau va arriver, elle va remplir votre fossé, mais elle va la remplir de façon uniforme sur toute la longueur de votre baissière. Donc là, imaginez sur le terrain, si on avait fait une baissière du début du grillage jusqu'au bout, à chaque fois qu'il pleut, ça se remplit et ça se met à niveau sur toute la hauteur de cet ouvrage-là. Donc imaginez la quantité d'eau que vous pouvez stocker avec ce genre de truc. Bon, ça, c'est un stockage d'eau éphémère. C'est-à-dire que l'eau, elle va arriver pendant une pluie, ça va remplir votre baissière, et puis au bout d'un moment, l'eau va s'infiltrer. Et donc l'effet que vous allez faire, c'est que vous allez hydrater en profondeur votre sol. Donc là, vous stockez pas de l'eau dans des cuves, vous la stockez dans votre sol. Là où ça peut être très intéressant, c'est que vos baissières, sur un terrain, vous pouvez imaginer en avoir plusieurs. Vous en avez une en haut du terrain, une autre au milieu du terrain, une autre en bas. Et donc, votre première baissière se remplit. Et il y a un endroit, par exemple, à un bout du terrain. Et la butte, vous allez en fait la couper pour qu'elle soit juste à ras de votre fossé. Et donc, quand il y aura trop d'eau, et ça va déborder. Et donc, vous avez un petit débord. Et puis, ça va s'écouler tranquillement parce que vous avez laissé un couvert végétal dessus, etc. Et pouf, ça va tomber dans l'autre baissière qui est en dessous. Et donc si vous avez une grosse pluie, ça va remplir votre deuxième baissière. Et là, vous faites une autre sortie, par exemple, à l'autre côté du terrain. Hop, ça va déborder. Et puis la dernière qui est en bas, elle aussi, elle va se remplir. Donc au fur et à mesure, vous pouvez comme ça freiner l'eau et hydrater votre sol. Donc ça, les baissières, c'est ultra puissant. Vraiment ultra puissant. Et l'intérêt en plus, c'est que la butte qui est en contrebas, là, pour la stabiliser et faire pousser des trucs, vous pouvez mettre des haies, vous pouvez mettre des bambous, vous pouvez mettre plein de trucs. Vous allez avoir une espèce de jungle qui va pousser là. Et imaginez que vous faites une jungle fruitière. Bon voilà, vous avez une baissière qui vous fait une jungle fruitière, qui retient votre sol, qui retient de l'eau. Mais est-ce que c'est compatible avec du maraîchage par exemple? Oui, pourquoi pas. Okay. Après, un terrain où tu vas faire une baissière, généralement il est en pente. Donc pour faire du maraîchage. Ouais. Mais imagine, je crois qu'il y a un exemple après. Ouais, voilà. Imagine un terrain comme ça, tu vois. En fait, tu as un endroit où tu as une pente. Donc là, tu peux faire un étang, une baissière, etc. Et après, tu as un endroit qui est plat où tu peux avoir des zones plus ou moins plates. Tu peux mettre ton maraîchage là où tu as tes zones plates. Et sur les autres zones, tu vas mettre tes baissières à droite à gauche. Voilà. Tu vas quand même profiter de l'eau des baissières si tu es juste en dessous. C'est ça. Parce que l'intérêt, en fait, c'est que si on revient un peu en arrière ici, là, sur ce terrain-là. Vous imaginez, vous avez ce terrain qui est là. Vous faites une baissière sur un niveau, par exemple sur celle qui est à 2500 mètres là, comme ça. Salut, à bientôt. Et en fait, si vous faites une baissière là tout du long, comme ça, normalement, naturellement ici, si vous mettez une goutte d'eau, vous voyez que comme les courbes ont tendance à s'élargir, en fait, votre goutte d'eau, elle va se diluer sur la surface, parce que là, la surface grandit. Donc les quantités d'eau qui vont tomber là, elles vont un peu se répartir et s'éloigner. Et donc on va avoir beaucoup de mal à hydrater cette zone-là. Alors qu'à l'inverse, les endroits où les courbes de niveau sont plus resserrées, comme par exemple même là ici, on voit qu'effectivement les gouttes d'eau vont avoir tendance à venir se rejoindre et à faire une petite rivière, etc. Là on va avoir beaucoup d'eau. Donc il y a des zones de votre terrain où il va y avoir naturellement beaucoup d'eau qui va arriver.
et des zones de votre terrain où l'eau elle a plutôt tendance à se disperser et vous avez là une colline qui est toute sèche. Et en faisant une baissière comme ça, l'endroit où il y a plus d'eau qui arrive d'habitude, ça va se répartir sur toute la surface et donc vous allez hydrater les zones qui normalement ont du mal à s'hydrater par exemple. À petite échelle, c'est quoi la largeur minimale pour faire des ciseaux? Ça se calcule. Il y a un seul livre aujourd'hui qui, à ma connaissance, qui en parle, c'est celui-là. Okay. Génie de la permaculture. Il y a un chapitre dedans où il parle des baissières, je sais plus où c'est. On pourra le retrouver, je crois que c'est peut-être par là. Et en gros, il explique la démarche, mais c'est tout bête. C'est qu'en gros, tu fais un demi-tube. D'accord ? Donc, tu veux creuser un demi-tube. Donc, du coup, pour calculer le volume d'un demi-tube, c'est pas très compliqué. Il y a une formule mathématique toute bête. Donc, tu as la longueur, le rayon, pi, et puis papa, voilà. Par contre, du coup, ce volume, tu peux calculer un volume. Ce volume, tu vas le baser sur la plus grosse pluie du siècle. Okay. Voilà. Tu regardes les historiques de pluviométrie de ta région, etc. et tout. Si par exemple la plus grosse pluie du siècle, ça a été 300 mm, tu vois, et tu vas faire cette quantité multipliée par la surface que tu as, etc. Tu sais qu'en gros, ta baissière, il faut qu'elle soit capable d'absorber ce volume-là. Parce que si tu fais une baissière comme ça et que tu as une grosse pluie qui arrive et que ta baissière elle n'est pas capable de l'absorber, ce qui va se passer c'est que ta butte elle va faire crack et là tu vas inonder ton terrain. Et pour peu que tu aies ta maison ou je sais pas quoi ou tes champs en dessous, voilà, ça va être le bazar, quoi. Donc ces ouvrages-là, c'est de l'ingénierie, hein. On calcule vraiment avant de les faire pour être sûr que ça va être capable d'absorber l'eau qui va arriver. Après, il y a des moyens, ce que je vous expliquais, d'avoir des spillwells, donc des endroits où on va faire un endroit plus bas pour que l'eau puisse se déborder, etc. C'est des façons aussi de limiter ces effets-là. Mais généralement, on essaie de construire ces baissières en fonction de la plus grosse pluie du siècle. Alors chez nous, c'est là que ça devient surprenant, mais tu te rends compte de l'ouvrage que c'est que si tu veux faire une baissière qui est capable d'absorber les pluies cévénoles qu'on a nous de temps en temps, parce que nous on n'a pas des pluies continues, on a des grosses pluies qui arrivent d'un coup, donc là tu as un volume colossal. En gros, je crois que les calculs qu'il avait fait là, Steve Reed là, c'est que il faut à peu près des baissières qui font plus de 3 mètres de large et 1,50 m de fond, un truc comme ça. Donc, c'est pas un petit ouvrage. Voilà. Donc tu fais ça sur des terrains où ça vaut le coup, quoi. Voilà. Nous, à notre échelle... En plus, tout dépend du nombre de baissières que tu vas faire. Oui, voilà. Par contre, c'est ça. Parce qu'en fait, la surface, donc le volume d'eau, il va être lié à ta surface. Voilà. Donc c'est ça. Tu joues sur la profondeur de ta baissière et sur le nombre de baissières que tu as. Plus tu auras de baissières, moins seront grosses. Logique. Voilà. Donc ça, voilà, ça se calcule. C'est pas compliqué. Une fois que tu as compris le principe, tu prends ta surface, tu la multiplies et c'est une petite équation toute bête et tu choisis 2, 3, 4, 5 et tu vois ce que ça donne, quoi. Sachant que plus tu mets de baissières, plus il va falloir faire ces ouvrages-là, donc c'est quand même technique, et plus elles vont te rapprocher. Donc du coup, il faut pas que tu aies de trucs qui les croisent parce que sinon ta baissière elle est censée être en continu, quoi. Si tu la coupes au milieu, c'est plus... ça peut marcher quand même, hein, si tu les connectes. T'en mets une en haut qui est continue, 2 qui sont discontinues, en bas t'en remets une continue, tu peux te débrouiller, mais voilà. Donc ça c'est un des plus gros aménagements qu'on peut faire en permaculture pour stocker l'eau et mieux, vous voyez, la disperser sur votre terrain. Et donc là, tu imagines que la baissière, elle est perpendiculaire à la ligne de la pente. Ouais, c'est ça. Mais elle suit la cour au niveau. Elle est à niveau, quoi. Elle est au niveau. Ouais, il faut absolument pas qu'il y ait un peu de pente. Ouais. Parce que là, sinon, ça va se remplir, ça va être un toboggan. Alors là, tu vas créer un déluge là, au bout de la. Une certaine technicité. Et c'est pour ça qu'il faut bien mesurer ces lignes de niveau et que quand le mec il vient faire creuser à la pelle, tu vérifies bien que tout est à niveau et que voilà. Donc généralement, comment on fait ça, c'est que tu vas placer tes piquets au début et à la fin, pour qu'en fait lui il sait où il doit creuser, tu vois. Et après la profondeur,
il essaye de suivre à peu près la profondeur. Mais par exemple là, ici, c'est sûr qu'il ne faut pas qu'il dépasse par exemple. Si ça c'est ta ligne de niveau, là ça il ne peut pas grignoter dessus. Ça c'est parce que sinon là, ça va foutre le bazar quoi. Mais ça se fait très bien. Les gens qui ont l'habitude de gérer ces machines et tout, hein, tu leur dis, hop, les gars ils arrivent, ils font ça en 2 secondes. Ouais. Si tu le fais toi à la main, ça coûte moins cher, mais ouais, c'est le plus risqué. Mais voilà. Donc ça c'est un premier exemple. Et là voilà, c'est des exemples de design qu'on peut retrouver dans les livres de Bill Mollison. Où, comment tu peux justement t'amuser avec tes baissières. Ta baissière, quand par exemple la saison il n'y a pas trop de pluie, tu peux mettre dedans aussi tous tes mulches et tous tes trucs, donc tu la gardes aussi vivante. Et donc voilà, il y a des arbres, tu peux avoir différents systèmes et ça fait des sortes de séquences comme ça. Là sur ce dessin, ce qui est intéressant, c'est ce qu'il montre, c'est que tu peux faire cycler ton eau aussi. Donc en haut de ton terrain, si tu as un terrain en pente, tu peux faire une retenue d'eau. Donc ta retenue d'eau qui est en haut, là elle va avoir du mal à collecter de l'eau parce qu'elle est tout en haut de ta colline. Donc quand il va pleuvoir, l'eau elle va partir mais elle va pas, voilà. Bon par contre imagine si ton étang, ton réservoir d'eau, tu l'as connecté à une baissière. Bon toute l'eau que tu collectes de ta baissière, ça finit dans ton étang. Donc ça c'est cool déjà. Donc même en étant en hauteur, tu peux quand même potentiellement arriver à capturer de l'eau. Ensuite, non, là je te dis juste, là ta baissière elle serait au même niveau. Ouais voilà, par exemple. Ouais. Dans tous les cas, même si c'est pas comme ça, le fait d'avoir un étang en hauteur, c'est que là il y a de la pression, tu as une énergie potentielle. Donc tu peux t'en servir pour arroser, tu peux t'en servir pour faire de l'électricité, tout ça, etc. Donc ton eau, à terme, tu la fais redescendre dans ton terrain. Une fois qu'elle arrive en bas, tu as un autre étang qui va permettre de collecter toutes les eaux qui descendent de ton terrain. Et là, tu mets un moulin à vent ou un truc comme ça, passivement. Quand il y a du vent, lui, il se met à tourner et il remonte ton eau en haut de ton étang. Et donc ton eau, en fait, elle va circuler. Toi, tu la fais circuler dans ton système. Donc déjà, tu la remets dans le système plusieurs fois. Donc déjà comme ça, tu arrives à stocker ton eau et à la valoriser encore plus. L'intérêt, c'est que du coup, tu gardes ton sol hydraté tout le temps, même s'il pleut pas. Quand tu es dans un climat comme le nôtre, où justement tu as des grosses pluies qui sont qu'à certaines saisons, et des grands étangs comme ça permet de stocker l'eau. Et ensuite, pendant la saison, tu libères doucement ton eau pour qu'elle garde ton sol hydraté. Et en fait, tu peux la faire tourner comme ça. Et après, tu attends la prochaine saison, il va pleuvoir. Ça, c'est beaucoup plus intéressant de travailler comme ça, par exemple. Un peu contre-intuitif de dire que tu vas lâcher de l'eau en période de sécheresse. Ouais, mais bon, parce qu'il faut arroser. Là, pour lâcher, quand je parle de lâcher de l'eau, c'est que tu arroses. Ouais. En fait, oui, tu arroses tes plantations, tu arroses. Ouais. C'est une façon de. Mais après, comme elle s'infiltre, elle va redescendre quand même dans ton terrain. Elle va finir en bas dans tes étangs aussi. Et ainsi de suite. Et tu l'as fait travailler. Donc le stockage au-dessus du terrain, dans le point en haut et en bas. Toujours, ouais. L'idéal, c'est en haut et en bas. Le stockage en haut, c'est vraiment pas intuitif parce qu'on se demande comment on va le remplir et comment il va fonctionner. Mais effectivement, tu peux le remplir soit parce que tu as beaucoup d'eau en bas, soit parce qu'effectivement, tu l'as connecté à des systèmes de baissière ou d'autres systèmes de collecte. Tu as de l'eau en bas, donc tu le fais remonter par une pompe. Ouais. Okay. Soit une pompe solaire. Tu vois, donc tu mets un petit panneau et puis dès qu'il y a du soleil, ça pompe tout seul. Soit une pompe un moulin à vent. Et avant, des moulins à vent, il y en avait sur toutes les fermes, partout, etc. Ça servait à ça. Hein. Tu montais de l'eau dans le château d'eau et en fait, une fois qu'elle est là-haut, elle est sous pression. C'est génial, quoi. Ah voilà, c'est ça, le calcul de la baissière. Donc là, voilà la belle formule. Donc le volume de notre demi-cylindre, c'est pi R2H sur 2. Voilà. Et il y a plusieurs choses à prendre en compte. Hein. Tout ça, c'est dans le livre de Steve Reed. Hein. J'ai rien inventé. Mais donc, il prend en compte la pluviométrie. Donc, ça, c'est. Ah oui. La surface qui est sur votre terrain. Et il y a aussi le coefficient de ruissellement. En gros, comment votre terre va plus ou moins ruisseler. Donc, ça dépend, ça dépend surtout de la texture de votre sol. S'il y a beaucoup d'argile ou pas, s'il y a du sable ou pas, etc. Ça va aussi dépendre s'il est couvert de végétaux ou pas.
Mais voilà, vous voyez qu'il y a des abacs qui existent. Et en fonction de la pente que vous avez, ça vous permet de faire des estimations et de faire votre petit calcul. Voilà. Oui, une petite chenille qui est là depuis tout à l'heure, puis là elle a décidé de se réveiller. Alors donc là il y a un exemple par exemple à Paris. Donc Paris, pluviométrie 43 mm par semaine, 20% de ruissellement. Et là on prend l'exemple d'un terrain de 100 mètres par 100 mètres. Donc là sur une surface comme ça, il faut faire un ouvrage ou plusieurs ouvrages qui permettent de collecter 4300 mètres cubes d'eau. Voilà. Quand même pas mal. On se rend compte qu'effectivement, pour capter de l'eau, en fait, finalement, avoir des surfaces de sol, c'est vraiment plus et très efficace, plus que des toitures. On a encore l'évaporation quand même. L'évaporation. Alors l'évaporation, elle ne rentre pas en compte là-dedans parce que quand il pleut, ça remplit direct ta baissière. Oui, après, ça va s'évaporer, ouais. Oui, mais un pays comme ici, où il fait très chaud et il pleut de manière très discontinue, oui. Il y a beaucoup d'évaporation par rapport à Paris où il pleut en permanence. Ah oui, oui, oui. Donc je veux dire, il faudrait quand même... Oui, mais c'est pour ça que je te dis, normalement, tu vas te baser sur la plus grosse pluie, le plus gros épisode de pluie sur toute l'année, quoi. Mais parce que ta baissière, c'est un stockage temporaire. Ta baissière, elle va pas rester remplie d'eau. Elle va être remplie d'eau pendant une semaine ou deux peut-être, en fonction de comment est foutu ton sol. Mais elle reste pas remplie d'eau très longtemps. C'est vraiment un stockage temporaire. Ouais, mais ce que je te dis, chez nous, pendant 2 mois, il pleut pas. Ouais. Mais août, il pleut pas. Ouais. Ta baissière va être vite vidée. Ah mais peu importe, parce que l'eau, plutôt qu'elle traverse ton terrain, tu l'as arrêtée. C'est ça. Et donc après, c'est infiltré dans ton sol. Et donc potentiellement, toute l'eau que tu as mis dans ton sol, bah, même s'il ne peut pas pendant 2 mois, tu auras gagné quand même vachement plus que toute l'eau qui n'avait pas pu rentrer. Parce qu'en fait, ce qui est important, c'est le coefficient d'infiltration. Un sol peut absorber de l'eau, mais que jusqu'à un certain niveau. Si tu ne lui laisses pas assez de temps pour qu'il puisse l'absorber, voilà. Surtout ici, justement, quand il fait très sec. Oui, longtemps, en plus, ton sol il absorbe pas du tout. Et ouais, il lui faut plusieurs jours avant que... Ouais. Mais du coup, ces coefs, ils évoluent en fonction de... Ils peuvent évoluer en fonction de ton sol et ils peuvent aussi en fonction effectivement du climat, ouais, potentiellement. Pour ça c'est des sortes d'abacs qui te permettent au moins de faire un calcul pour pas te planter, quoi. Parce que là, vous voyez le calcul qu'on a fait derrière, bah, pour 2 baissières, pour 3 baissières, pour 4 baissières, bah voilà la différence. Donc si vous mettez 2 baissières, il faut qu'elles fassent 12 mètres de large sur 100 mètres de long. 3 mètres de profondeur. Alors c'est du bel ouvrage là. Là c'est pas une baissière, là vous faites des étangs en longueur. Par contre vous voyez, bah, déjà vous mettez 3 baissières, c'est 9 mètres de long sur 2,50 m de profondeur. Vous mettez 4 baissières, 6 mètres de large sur 2,50 m de profondeur. Là, voilà. Donc vous voyez que plus vous mettez de baissières, plus ça va réduire leur volume. Et plus bah, du coup ça va être possible de les caler quelque part sur votre terrain, quoi. Donc voilà, ça c'est un exemple de calcul qu'on peut faire pour utiliser ça. Bon là, à Paris effectivement il pleut assez souvent, donc la pluviométrie est assez élevée. C'est peut-être pas forcément intéressant de faire ce genre d'aménagement quand il y a des pluies régulières. Après, vu la tendance du climat, ça peut peut-être valoir le coup de commencer à penser à faire ça, ouais. Mais dans un contexte comme le nôtre, par contre, où là il y a très peu de pluie et elle tombe toute d'un coup, bah là ce genre d'ouvrage, ouais, ça peut être vraiment intéressant. Donc voilà, là les baissières, c'est un gros outil qu'on peut utiliser. Voilà, ça c'est le terrain de Zappolzer dont je vous parlais. Donc vous voyez, bah lui il a interconnecté tout un tas d'étangs les uns avec les autres. Il y a des vidéos, il y a des reportages un peu sur lui, sur sa ferme, c'est assez intéressant à voir. Et on passe à un autre gros outil qui est utilisé en permaculture, et pas que, c'est le Keyline Design. Salut! Alors ça, là on peut voir un exemple de à quoi ressemble un design qui a utilisé le Keyline. Vous voyez, en gros, on voit des courbes de niveau. Là, c'est comme si on voyait une carte, en fait. On voit les cultures, elles suivent les courbes de niveau.
Donc c'est assez esthétique vu d'en haut. Par contre, vous vous doutez bien que c'est peut-être moins pratique. Par exemple, si là vous devez passer avec l'engin et faire des virages comme ça, très serrés, etc. et tout ça, bon, là ça demande un certain engagement, c'est-à-dire qu'un agriculteur qui va planter ses champs de cette façon-là, c'est que déjà il est convaincu. Mais en tout cas, l'intérêt qu'il y a derrière, c'est que là, son eau, elle est super bien gérée. Donc c'est quoi le concept de keyline ? Donc le keyline, ça fait référence à un endroit très particulier qu'on appelle le point clé. Le key point. En fait, sur une pente, le point d'inflexion, donc quand la pente change, donc au début la pente elle augmente, et au bout d'un moment la pente elle diminue. Ce point-là, justement, où la pente change de direction, c'est ce qu'on appelle le point clé. En gros, ça veut dire quoi ? Au-dessus du point clé, l'eau, elle prend de la vitesse. D'accord ? Si vous êtes une petite goutte d'eau, là, vous tombez, c'est comme un toboggan. Au début, vous êtes là, ouh, ça descend super, voilà. Et puis, généralement, quand vous arrivez en bas du toboggan, c'est là où ça frotte un peu plus. Et des fois, vous cramez les fesses. Parce qu'en fait, en dessous du point clé, c'est là où vous allez avoir de l'érosion. Parce que donc là, il y a une accélération de l'eau. Et là, ici, elle commence à être freinée. Donc cette eau, elle va commencer à tendance à emmener des trucs. Et généralement, ce qui se passe, c'est qu'en bas, vous avez des dépôts d'alluvions ou de trucs, etc. qui ont été arrachés par votre eau. Donc au-dessus du point clé, quelque part, vous êtes tranquille. Parce que vous n'avez pas de problème d'érosion. L'eau accélère. En dessous de votre point clé, là, ça devient un peu problématique. Et donc cette notion-là fait que quand on se met à cet endroit-là, toutes les eaux qui arrivent au-dessus, en fait, on peut travailler avec et venir les collecter. Elles vont être intéressantes parce qu'elles vont pas être chargées, elles vont pas être encore dangereuses entre guillemets. Donc une fois qu'on a compris ça et qu'on a compris comment on pouvait travailler en contour, le principe du keyline, c'est ça. On va faire des lignes en contour à partir des points clés. Donc pas en dessous. Ouais, pas en dessous, au-dessus. On travaille toujours au-dessus des points clés, ouais. On en fait quoi dans dessous ? Ouais, on travaille au-dessus des points clés. Et en dessous, on en fait quoi ? En dessous, si tu as bien travaillé au-dessus, normalement, voilà. Tu peux aussi travailler en dessous, hein, mais c'est moins intéressant. Parce que le comportement de l'eau en dessous, il est complètement différent. Et voilà. Alors qu'au-dessus... Au-dessus, donc tu la ralentis comme ça ? Tu peux la ralentir, tu peux la répartir, tu peux faire plein de trucs avec. Ouais. Et ce qui fait qu'il n'y a pas le phénomène d'érosion en dessous du point clé. Exactement, c'est ça le principe. C'est que si tu travailles bien au-dessus de ton point clé, tu n'auras pas de problème d'érosion parce que le but du jeu, c'est d'absorber toute l'eau au-dessus. C'est que du coup, l'eau, elle devient dangereuse en dessous. Donc toute l'eau qui est au-dessus, dès qu'elle va tomber, avec une sorte d'aménagement que je vais expliquer, tu l'absorbes avant. Elle s'infiltre dans le sol et comme ça... Mais du coup, ton point clé change. Non, ton point clé, il est vraiment lié à ta pente. Donc ça, c'est vraiment ta topographie. Ça change pas a priori. Ouais, mais du coup, ça devient moins dangereux. Du coup, tu peux travailler en dessous si tu travailles bien en dessous. Ah oui, après en dessous, tu peux travailler, avoir des cultures tout du long en fait. Ouais. Mais là, ce que je vous ai expliqué sur le keyline design, c'est surtout ce qui se passe au-dessus du point clé. Donc, qu'est-ce qu'on va venir faire en fait ? Donc, on voit à nouveau une vue du dessus avec la topographie. Vous voyez, en fait, ça, les points bleus, ça représente des gouttes d'eau qui tombent à un endroit. Et on voit le comportement qu'elles ont. Donc, vous voyez, quand vous avez des courbes de niveau qui se rapprochent et qui font des V, ça, c'est une sorte de goulotte. Donc, l'eau va se concentrer. Et là, on voit effectivement, l'eau a tendance à venir au milieu. Donc là, le problème, c'est que vous allez concentrer l'eau. Et si elle accélère et que vous passez en dessous de votre point clé, là vous allez créer des rivières. C'est ce que vous voyez globalement dans les paysages. Toutes les petites rivières et les rigoles, elles se créent comme ça dans des endroits comme ça. A l'inverse, sur un endroit où c'est une colline, on voit les gouttes d'eau, elles ont tendance à partir vers l'extérieur. Donc elles se dispersent. Donc cette zone-là, en fait, elle a tendance à s'assécher. Ce que je vous disais tout à l'heure sur vos collines. Donc on a des endroits où on concentre de l'eau et des endroits où en fait ça s'assèche. Et avec le keyline, on va pouvoir essayer de faire en sorte que notre eau se répartisse sur toute la surface. Donc comment on fait ça ? Notamment, sur les points clés, on va placer nos étangs.
donc le petit étang que je vous disais là en haut de votre terrain, et ben vous le mettez sur votre ligne de point clé. Donc là sur ce dessin on voit, regardez, les endroits où naturellement l'eau va se collecter, tac, et ben on va faire un étang. Voilà. Donc là vous en faites un ici, vous pouvez faire ça sur tout votre terrain. Donc là c'est ce qu'ils ont indiqué. Et la keyline on voit elle fait un peu tout ce tour là. Si vous faites une baissière sur votre ligne de point clé, tout du long, bah, tous vos étangs sont interconnectés. Et donc vous allez pouvoir comme ça répandre toute votre eau sur tout votre terrain. Ça c'est une façon de faire. Bon, installer des étangs comme ça sur un terrain et tout, comme on voit hein, le gars avant là, si vous faites de la culture, des grandes cultures, c'est un peu chiant. Hein, avoir un étang au milieu du champ, etc. Enfin c'est des gros ouvrages. Voilà. Si vous voulez vraiment avoir quelque chose de très durable, et là vous dites bah moi je vais m'installer là, puis avec ma famille on va vivre 5 générations là. Je suis pas agriculteur, moi je veux surtout vivre de mon terrain. Bon bah là vous pouvez investir là-dedans et là vous êtes tranquille. Les agriculteurs, eux, ils vont faire d'autres types de travaux. Ils vont utiliser en fait des sous-soleuses. Donc ça c'est Yeoman qui a un peu travaillé avec ça et qui a montré comment on pouvait travailler avec les sous-soleuses. En fait, une sous-soleuse, vous voyez là, elle a accroché à un tracteur. Vous voyez là, une fois qu'elle est passée, il n'y a pas grand-chose qui s'est passé à l'extérieur. Hein. On voit un petit trait là, mais l'herbe elle n'a pas bougé. En gros, la sous-soleuse c'est une plaque de métal, donc assez fine, et au bout il y a un petit soc, comme une espèce de petite pointe, qui va rentrer dans le sol. Et elle peut être à différentes hauteurs. Donc en gros ça va faire quoi? Ça va couper un peu le sol. En bas il y a juste un petit triangle là, qui passe dans le sol, mais ça retourne pas. C'est pas un labour, ça perturbe pas en fait la structure de votre sol. L'intérêt, bah, vous voyez là il le montre avec des cultures, mais c'est que bah, vous faites un sous-solage par exemple à 6 cm, bah, hop, il y a des cultures, en fait elles vont être très contentes de mettre leurs racines là-dedans. Et en fait, ce que ça fait, c'est que ça hydrate votre sol. C'est-à-dire que ça l'ouvre, comme nous on fait avec notre grelinette. Quand on vient, hop, ouvrir et on recule, on fait le même exercice. Bon, quand vous êtes agriculteur, vous n'allez pas greliner votre champ. Hein, c'est un peu long, quoi. Donc, vous utilisez ce genre d'engin. Vous perturbez pas votre sol. Vous permettez à l'eau de rentrer, à l'oxygène de rentrer. Voilà. Et là aussi, ce qui est cool, c'est que vous pouvez faire différentes hauteurs de sous-solage si vous voulez. Donc là, vous voyez, on peut faire 3 hauteurs de sous-solage si on veut. Et ça permet à différentes plantes d'avoir différents systèmes racinaires, etc. Et plus vous allez avoir de plantes avec des systèmes racinaires profonds, plus votre sol va être capable d'absorber de l'eau. Donc si vous faites de l'agriculture de régénération ou de conservation, voilà, il y a plein de noms maintenant pour faire ça, mais en gros que vous laissez des couverts permanents, que vous venez rouler de temps en temps, voilà, vos couverts ils vont permettre de stocker l'eau, de créer de la biomasse, de nourrir votre sol. Donc voilà, ça c'est un outil qu'on peut utiliser, le sous-solage, dans ce genre d'agriculture. Donc ça c'est un outil que plein de gens utilisent en agriculture, hein, mais là c'est juste pour, vous voyez c'est très bénéfique pour le sol. C'est un peu la grelinette mais des agriculteurs. Et vous combinez la sous-solage avec le keyline design et là vous avez de la dynamite. En gros, c'est là où des fois je vous perds. On va essayer de pas vous perdre. Alors, donc comment ça marche? Alors vous voyez là j'ai un exemple de colline, d'accord? Donc là vous voyez les courbes de niveau ont tendance à s'élargir. Donc on est sur une colline qui devient de plus en plus plate. Donc normalement mon eau aurait tendance à s'étaler et donc cette zone-là elle a tendance à être plus sèche, d'accord? Ma ligne de niveau, là, le keyline, c'est celle qui est en bas, là, la dernière. D'accord? J'ai mon petit tracteur avec ma sous-soleuse derrière. Je pars de ma ligne de clé et je fais un petit tour. Donc, je suis ma ligne clé. Hop, j'arrive au bout, je fais demi-tour et je repars. Et je fais comme ça et à chaque fois je remonte. Je repasse, juste me décale et je remonte la pente comme ça. Et alors, regardez ce qui se passe quand on fait ça. Donc, ici, si je regarde cette zone-là, vous voyez là, j'ai 1, 2, 3, 4, j'ai 5 courbes de niveau.
d'accord ? Et ici, par contre, j'ai que 2 courbes de niveau. Ça veut dire quoi ? En gros, ici, je suis beaucoup plus haut que ici. Par contre, vous avez vu, j'ai mis le même nombre de petits canaux dans mon sol. En gros, l'eau, quand elle va tomber ici, elle a tendance à plus tomber là d'ailleurs parce que ça se resserre, elle va rentrer dans ces petits canaux et elle va longer les canaux et elle va aller vers ma colline. Donc avec ce système-là, j'hydrate des parties qui normalement... Donc je vais évacuer l'eau de là où parfois il y en a trop et c'est un peu dangereux, ça peut faire de l'érosion, pour hydrater des zones qui naturellement le sont moins. Donc ça c'est juste en utilisant du sous-solage et en remontant depuis la ligne clé. C'est incroyable. Et ça, il y a plein d'agriculteurs qui commencent à le faire. Le Keyline Design, maintenant, il commence à y avoir pas mal de gens qui se forment à ça. J'allais te poser la question. Est-ce que quand même, par rapport au réchauffement climatique et à tout ce dont... toutes les plaintes qu'expriment les agriculteurs, est-ce qu'ils sont formés à toutes ces techniques ? Alors, ceux qui essayent de sortir la tête de l'eau et qui... Il y en a qui vraiment se forment là-dessus. Ouais. Mais... c'est technique, on est d'accord. Ouais. Et puis c'est pas les recommandations de la Chambre d'agriculture. La Chambre d'agriculture va pas vous dire faites un design en keyline, machin, etc. Non, voilà. Pas encore. Mais là, vraiment clairement, la sous-soleuse, c'est un outil basique. Franchement, c'est pas un investissement de fou. Donc quelqu'un qui fait des grandes cultures de blé ou je sais pas quoi et tout, qui utilise ce genre de technique, il peut réduire ses besoins en eau de je sais pas combien de pourcents, mais ça peut être énorme en fait. Il faut le faire tous les combien aussi ? Ça, c'est pas forcément obligé de le faire tous les ans. Tu peux faire un sous-solage tous les 2-3 ans. Voilà. D'autant que là, dans ton graphique, tu es adapté en fonction de la profondeur. Ouais. Donc tu peux faire une année au fur et à mesure c'est des ça. années, Ouais. de plus en plus profond. Et tu vas hydrater de plus en plus en profondeur. Ouais. Et en fait, c'est des plantes persistantes. Alors après, les itinéraires techniques, c'est que si derrière tu utilises des techniques avec un couvert végétal permanent, alors là, c'est super puissant. Mais même sans faire ça, disons que tu fais un champ de blé et chaque année tu vires tes pailles, machin, etc. Rien qu'en faisant déjà ça, en fait, déjà, tu es bien mieux que la plupart de tes collègues. Et autant avant, les gens qui faisaient ça, c'est peut-être parce qu'ils étaient dans des contextes difficiles ou je sais pas quoi et tout. Mais maintenant, on voit l'enjeu qu'il y a sur l'eau, etc. Quelqu'un qui arrive à faire ça, là, il obtient même presque un avantage concurrentiel sur ses voisins, tu vois. Donc, je pense que ce genre de techniques vont se démocratiser parce que c'est super efficace et en vrai, pas très compliqué à mettre en œuvre, quoi. Donc voilà, ça c'est une méthode qui permet de finalement jouer avec l'eau sur des grandes surfaces et là sans faire de baissière. C'est un peu le même principe derrière, vous voyez, sauf que c'est fait à grande échelle pour des gens qui ont des tracteurs et qui... Donc ça, voilà, là on est dans la vraie vie, quoi. C'est pas... Et là, il y a quand même quelques chiffres, mais on voit effectivement en termes de CO2 séquestré, d'eau sauvée, etc. Enfin, il y a eu des études, quoi. Yeoman, c'était un ingénieur agronome qui a travaillé là-dessus et qui est réputé, qui est sérieux, quoi. Et d'ailleurs, toutes les sous-soleuses et tous ces outils, c'est lui qui a inventé ça un peu. Ouais. Et il porte son nom. Ouais. Voilà, et je crois qu'on a fait le tour. Ouais, c'est ça. Tout ce que tu nous as montré, qu'est-ce qui a été utilisé ici à l'Oasis ? Les stratégies oasiennes. Nous, on a utilisé la stratégie principale, c'est le sol. Ouais. Et là, j'en ai pas parlé, mais avant, dans les autres, j'en parle beaucoup. Mais c'est que oui, ton sol et sa capacité à absorber, c'est ça que tu peux travailler aussi. Plus tu as un sol qui est capable d'absorber et d'infiltrer de l'eau et de la stocker, plus tu stockes de l'eau dans ton sol. Et pas les lignes de niveau du coup. Nous, non, parce que si tu regardes le terrain comme il est, en fait, il est très plat. Il y a une légère, toute petite cuvette qui descend, mais c'est vraiment un peu ridicule, quoi. Donc nous, on peut pas vraiment valoriser les ruissellements sur notre terrain. Donc on n'a pas fait d'aménagement comme ça. Par contre, on peut voir que nos planches, comme nos vignes, sont perpendiculaires à la pente. Donc ça, par contre, effectivement, tu vas freiner, ralentir l'eau quand il pleut en faisant ça. Donc ça, c'est peut-être à la limite l'orientation des planches
C'est ça qu'on a réfléchi par rapport à ça. Et le positionnement des petites marques que vous avez créées, vous avez choisi arbitrairement? Ouais, c'était un peu... On voulait en avoir une dans chaque jardin. En gros, aujourd'hui, il y en a 5 sur le terrain, des mares. Il y en a une grande là-bas qu'on va peut-être mettre en eau à terme chez les poules. Mais du coup, en termes de surface, on doit être à 20 mètres carrés, quoi, de... Ouais. Donc 20 mètres carrés sur 8 mètres carrés, ça fait pas 15%. Et puis il n'y a pas assez de cours non plus pour aller les positionner à des endroits super stratégiques. Ouais, et nous c'est vrai que c'est des marques qu'on remplit à la main, parce qu'elles peuvent pas se remplir toutes seules. À terme, ce qu'on aimerait bien faire, c'est collecter les eaux de pluie pour les remplir quand il pleut, au moins qu'elles se remplissent toutes seules. Ouais. Mais effectivement, voilà, c'est ça la problématique, c'est que quand il n'y a pas beaucoup de pente et de relief, c'est beaucoup plus compliqué de jouer avec ça. C'est pour ça que la pente, c'est vraiment une ressource en permaculture et qu'on peut valoriser de plein de façons. Donc quand on cherche un terrain, c'est bien d'avoir des zones plates pour pouvoir mettre une maison et faire un potager, ça c'est clair. Mais le reste, d'avoir des zones un peu avec du relief, en fait c'est magique, quoi. C'est super intéressant. Donc voilà. Voilà aussi comment on peut les valoriser. Et créer du relief, c'est pas logique du coup. C'est plus difficile de créer du relief. Non. Non, j'ai pas d'exemple comme ça. Limiter le relief, oui. Quand je te parlais des terrasses, par exemple, voilà, toutes les rizières, toutes les cultures en terrasse, c'est l'idée. On ralentit l'eau. On la freine et elle... voilà. Et par rapport à la structure du sol, c'est pas terrible de faire des terrasses. Enfin, ce que tu disais par rapport à cette épaisseur là. Ah oui. Bah tu déstructures ton sol, mais si c'est un aménagement que tu fais et qui va durer des siècles, c'est bien. Peu importe que tu utilises du pétrole ou une machine et que tu détruises ton sol à l'instant T. Enfin, le rapport bénéfice, ça n'a rien à voir en fait, tu vois. Mais c'est comme ça qu'il faut penser. Penser dans le temps long et dire ok. Je vais faire une intervention qui est pas... C'est pour ça que les aménagements, c'est des trucs quand même assez costauds. Et quand on les fait, on essaye de les faire au tout début du projet. Parce qu'une fois qu'ils sont mis en place, après on n'y touche plus. Parce que si tu as planté des arbres, tu as commencé à installer des trucs et qu'au bout d'un moment tu dis ah bah tiens je ferais bien une baissière et que tu dois tout traverser. Donc généralement parmi les premiers trucs qu'on fait. Par contre, ça demande un peu de connaissance parce que c'est pas anodin. Mais c'est surpuissant. Faut pas se planter, quoi. Ouais, faut pas se planter. Après, ça peut arriver. Et effectivement, par contre, quand tu te plantes sur tes calculs, il y a plein de... Tu peux voir, il y a plein de vidéos où des gars en ont fait, ils expliquent. Par exemple, si tu as mal géré ton débord, tu vois, ou ton volume, et que effectivement, là, des fois, il y a des grosses pluies maintenant. On peut plus vraiment prédire et que là ton barrage par exemple il pète, c'est vrai que si t'as pas prévu d'autres barrages tampons ou d'autres systèmes pour essayer de limiter la casse, ça peut être problématique quand t'as un barrage qui pète et que t'as je sais pas combien de millions de litres qui se déversent d'un coup. Là tu peux créer un problème d'érosion qui n'était pas là à l'origine. Voilà. Bon ça c'est des catastrophes. Donc tu essayes de bien faire tes aménagements. Voilà. Il y a des marges d'erreur compris dans les calculs. Normalement, toujours. Ah oui, t'essayes. Ouais. Généralement tu surdimensionnes même un peu. C'est ça. Souvent c'est surdimensionné exprès pour pouvoir justement accueillir l'imprévu. Mais par contre, dans la plupart des cas, du coup après ça rend des services de fou, quoi. Et vraiment le plateau de Leusse, là, ce reportage sur le plateau de Leusse, Leusse ça s'écrit L-O-E-2-S, c'est en Chine là. Il y a plein de vidéos qui existent et qui montrent un peu ce qui s'est passé. Tu vois les vidéos, tu dis ok. Tu sais quand on dit la permaculture à grande échelle, qu'est-ce que ça peut pas. Putain. Et là tu vois un système qui a été designé à l'échelle de la France et qui a été coordonné avec tous les habitants et tout, et tu vois l'impact que ça a eu, tu te dis ah ouais, ok. En vrai, c'est la limite elle est politique, quoi. C'est la discipline. Là-bas c'était vraiment un pays qui était en voie de désertification. Les gens ils étaient en train de mourir en fait. Donc, c'était il y a 30 ans, t'as dit ? C'était à 30 ans, ouais.
Et en 30 ans, tu as des images avant-après. C'est juste, tu te dis, waouh, ok. Pas en demi-mesure. Oui. Plus L-O-E-2-S. Le LE, c'est en fait c'est une roche sédimentaire. C'est ce qu'on a sur le pare-brise quand il pleut là. L'espèce de poussière là, qui finit sur notre pare-brise, c'est ça. C'est des alluvions très fines qui sont transportées par le vent. Voilà. Donc c'est des sols très fertiles et c'est l'origine des civilisations chinoises est là-bas. Elles ont toutes commencé là-bas et ça finit par être presque un désert. Tu te dis incroyable, l'activité humaine mal gérée peut transformer des oasis en désert quoi. Et là ils ont réussi à renverser le truc et à régénérer en très peu de temps. Ça je trouve que c'est fascinant quoi. Ouais. Voilà. Bueno. Et ben merci pour votre attention. Youp.